les garçons, les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de ma maladie. J'ai souvent gardé le silence concernant ma maladie, même si j'avais fait une petite vidéo à l'époque il y a fort longtemps, parce que j'avais pas envie de trigger qui que ce soit, notamment dans la communauté noire, étant donné que c'est un sujet qui est méconnu ou totalement ignoré. Mais aujourd'hui j'ai décidé de m'ouvrir, notamment par rapport aux événements qui se sont passés récemment dans ma vie. Concernant ce sujet, en fait ça va se diviser pas en deux parties mais en deux vidéos. La première vidéo, celle-ci, où je vais parler de ma maladie, les symptômes, comment ça se déclare, qu'est-ce qui peut arriver, les traitements que l'on peut mettre en place pour vous et mon rapport un petit peu à moi, qu'est-ce que je fais au quotidien un petit peu pour m'en sortir, les traitements que j'ai pu avoir ou que j'ai toujours en ce moment. Et une deuxième partie où je vais vous raconter les story time à travers les différentes crises que j'ai eues. Concernant cette maladie, des fois ça peut survenir quand on a de la chance comme moi, parce que j'estime que j'ai beaucoup de chance étant donné que j'ai subi une rechute 8 ans plus tard récemment, après une rémission entre guillemets ou une stabilisation de la maladie. Ça arrive par épisode et donc du coup je vais vous raconter ces petites story time dans une deuxième partie. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur Ajafit. Plus qu'un site, c'est mon histoire, une histoire de transformation, de courage et de détermination à devenir la meilleure version de moi-même. Chez Ajafit, on comprend tes défis, tes doutes, tes ambitions. C'est pourquoi on a créé des programmes adaptés à toi. Quelques kilos à perdre ou que tu sois en situation d'obésité, on a les solutions pour toi. Des cures perte de poids, des accompagnements, des programmes, des guides. Chaque produit, chaque service est pensé pour te guider pas à pas vers une vie plus légère, plus saine, plus épanouie. Ajafit, ton premier pas vers une transformation durable. Ma maladie, c'est le trouble panique. C'est une réelle maladie. À titre personnel, avant de commencer mon petit blabla, à cause de cette maladie, j'ai perdu le seul CDI que j'ai eu dans ma vie à Primark à cause de celle-ci. Qu'est-ce que le trouble panique? Le trouble panique, c'est le fait de faire des crises de panique à répétition. Attention, c'est pas parce que vous avez fait une crise de panique que vous avez le trouble panique, parce que le trouble panique c'est une maladie chronique, alors qu'une crise de panique c'est juste une crise qui peut être isolée. Tout va commencer par une crise de panique banale entre guillemets que vous pouvez avoir quand vous avez le trouble panique ou quand vous êtes stressé ou quand vous avez une vive émotion. Il faut savoir que cette crise de panique, dans un premier temps, elle est liée à un événement, que ce soit une rupture, un choc, un décès, quelque chose vraiment qui va vous marquer, qui va vous choquer et qui la plupart du temps ne va pas générer une réaction directement. Moi par exemple, ça a été le décès de mon fils. J'ai pleuré, j'ai pas été bien, mais tout de suite après j'ai été sidérée et mon cerveau a été mis en pilote automatique à un point où je n'ai pas réagi, je n'ai pas vécu les choses comme j'aurais dû les vivre me connaissant et connaissant ma sensibilité. Souvent les crises de panique, en fait, c'est le fruit en fait de quelque chose qui vous fait s'ouvrir à l'intérieur de vous, mais vous ne l'autorisez pas à le vivre et tout reste dans votre subconscient. Donc ça c'est une première chose. Ça va se manifester comment? Dans un premier temps, vous allez sentir une sorte de malaise général. Vous n'allez pas vous sentir mal, vous n'allez pas avoir mal quelque part, mais vous allez avoir une sensation de malaise général, une sensation qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais en fait, vous savez que c'est que vous qui ressentez tout ça, qui avez cette perception-là, mais vous allez avoir une peur en vous. Mais face à cette atmosphère-là, vous allez avoir une certaine peur. Par la suite, vous allez avoir des palpitations cardiaques. Et quand je vous dis palpitations cardiaques, c'est que vous allez sentir votre cœur battre. Moi, c'est comme ça que ça s'était manifesté, parce qu'au quotidien, à part quand on fait du sport, à part quand on a une très vive émotion, on ne sent pas son cœur battre. Son cœur, il bat. Simplement, là quand je parle, mon cœur il bat, votre cœur il bat, mais c'est pas pour autant que je vais l'entendre. Là vous allez le sentir, mais également l'entendre. Vous pouvez l'entendre dans vos oreilles, vous pouvez l'entendre. C'est assez étrange, il faut vraiment le vivre, où vous allez vraiment sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, l'addition du fait d'avoir une atmosphère qui est assez angoissante, plus le cœur qui bat, c'est là où il va y avoir le cycle infernal qui va commencer. Qu'est-ce que je veux dire par cycle infernal? C'est-à-dire que vous avez votre cœur qui va battre de manière pas anormale, mais vous allez le sentir.
vous allez commencer à paniquer, vous allez commencer à respirer vite. Et le souci, c'est quand vous faites de l'hyperventilation, en fait, le cœur y suit. Mais le souci, c'est quand votre cœur bat de plus en plus vite et de manière rapide comme ça, malheureusement, l'oxygénation au niveau du cerveau n'est pas au top. Et le problème, c'est que quand il arrive ce genre de choses-là, notamment quand vous faites du sport, par exemple, vous allez avoir une sensation de réel malaise. Vous allez avoir la tête qui tourne, vous allez avoir cette sensation de sol qui se dérobe sous vos pieds. Et donc là, il va y avoir le cycle infernal. Vous allez paniquer encore plus, vous allez respirer de plus en plus vite, donc le cœur qui bat de plus en plus vite et donc du coup l'oxygénation qui se fait de moins en moins bien, donc une sensation de malaise qui est de plus en plus forte et le sol qui se dérobe de manière de plus en plus intense. La situation, cette sensation, cette perception de malaise qui se concrétise par rapport à ce que je vous ai expliqué précédemment. C'est un petit peu technique, c'est un petit peu abstrait, pardon, mais j'espère que vous comprenez. Et si vous avez l'habitude de regarder des films de suspense ou d'horreur ou psychologique, je me rends compte qu'il y a pas mal de choses par rapport aux troubles anxieux qui sont empruntées dans la cinématographie de ce genre de film-là. Je pense que vous voyez ce que je veux dire par là. La plupart du temps, il faudra une attention médicale afin que la crise se tempère un petit peu ou disparaisse. Et de toute manière, je vous conseillerais toujours d'aller voir le médecin ou de courir aux urgences, on ne sait jamais. Parce que c'est vrai que les crises d'angoisse, les crises de panique sont générées par le stress du quotidien, par un choc, mais les crises cardiaques également. Et il faut savoir que les crises cardiaques, les symptômes des crises cardiaques vont ressembler sensiblement au début de symptômes de crise de panique. Donc c'est pour ça, allez voir un professionnel de santé, mais n'en abusez pas et vous allez savoir pourquoi par la suite, pourquoi je vous dis ça. Maintenant, qu'est-ce qui différencie une personne qui va faire une crise de panique d'une personne qui est vraiment malade et qui a le trouble panique? Une personne qui a juste une crise de panique va être en mode comme ça après la crise de panique, dans le sens de se dire mais qu'est-ce qui s'est passé, je suis toujours là, et va reprendre sa vie comme si ne rien n'était, même si elle va être toujours un petit peu stressée. Souvent on pourrait comparer ça, si je pourrais exagérer un petit peu la chose, à des personnes qui vivent des bad trips ou des personnes qui ont consommé beaucoup trop d'alcool. Ça arrive dans ce genre de cas de faire des crises d'angoisse, notamment quand vous consommez de la marijuana. Mais la différence maintenant avec les personnes qui vont déclarer ce trouble réside dans le fait que la personne qui est malade, comme moi en fait, va faire ces crises-là à répétition. La première crise va être causée par un choc émotionnel, par une rupture, un décès, une perte d'emploi même, on est bien d'accord, et elle va enfouir ce stress, elle va enfouir cette tristesse, elle va enfouir cette anxiété dans son subconscient où votre cerveau va être en mode pilote automatique justement pour essayer juste de vivre le temps du choc. On est bien d'accord par rapport à cet événement en question. Ça a été généré par ça, la première crise. Cependant, les crises qui vont suivre vont être générées par l'angoisse de refaire une première crise. Cependant, les autres crises vont être générées par l'angoisse de la première crise, parce que la première crise est tellement violente. Moi je me rappelle de ma première crise, c'était vraiment n'importe quoi. Je vous la raconterai vraiment en toute transparence dans l'autre vidéo. C'était très violent et la chose qui me faisait le plus peur, qui m'angoissait le plus et qui me rendait vraiment triste, c'était vraiment plus vraiment la mort de mon fils, mais c'était vraiment l'angoisse de refaire une autre crise. Et vous allez faire comme ça des crises à répétition, comme ça, de manière cyclique. Et la plupart du temps, vous savez quoi, c'est sensiblement aux mêmes heures. Moi, j'ai fait ma première crise, on était la nuit, et toutes les nuits, ou disons au coucher du soleil, surtout que c'est très angoissant, on ne se rend pas compte quand le ciel est en train de se coucher. Du coup, je faisais des crises. Les crises peuvent se matérialiser, encore une fois, comme je vous l'ai dit, palpitations cardiaques, hyperventilation parce qu'on a du mal, soi-disant, à respirer. Également avec la sensation de malaise, le sol qui se dérobe sous vos pieds.
Mais il y a également d'autres symptômes qui vont arriver et qui vont se greffer. Déjà, le premier symptôme social, si je peux m'exprimer ainsi, le premier symptôme social qui va d'emblée en fait avec les crises d'angoisse, c'est l'hypocondriaterie. Parce que vous avez l'impression en fait que vous avez vraiment quelque chose. Votre corps il est en train de réagir à quelque chose. Vous vous dites mais c'est pas possible, je fais une crise cardiaque, je fais une angine de la poitrine, j'ai quelque chose au niveau du cœur, j'ai quelque chose au niveau de mes poumons. Et là vous allez vous inventer entre guillemets tout un tas de maladies. Vous allez être persuadé qu'il y a quelque chose qui ne va pas alors que c'est juste l'angoisse. Pour vous en fait les symptômes ils sont beaucoup trop forts pour que ça soit juste de l'angoisse, parce que moi vous savez avant l'angoisse c'était juste voilà ici ça me picote, je commence un petit peu à transpirer, je suis un petit peu stressée, c'est tout. Mais je ne pensais pas que l'angoisse pouvait générer le fait de respirer comme ça, le fait d'avoir des palpitations, le sol qui se dérobe sous moi et tout ce que je vais vous expliquer par la suite. À cet effet, parce que tout est en fait lié quand vous êtes atteinte du trouble panique, vous allez être addict au médecin. Vous allez toujours vouloir aller chez le médecin. Alors attention, c'est très bien d'aller chez le médecin. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou même si tout va bien, en fait, n'hésitez pas à aller voir le médecin de temps en temps. Mais quand vous faites des crises d'angoisse, c'est juste primordial pour vous d'aller chez le médecin. Et en fait, c'est la chose même qui va arrêter vos crises d'angoisse. Bien souvent, moi, quand je faisais des crises d'angoisse, ma crise d'angoisse commençait à se tempérer quand les pompiers arrivaient et quand ils me mettaient le scope au niveau du doigt pour voir mon taux d'oxygénation dans mon sang. Bien souvent, alors que j'étais fumeuse à l'époque, c'était à 98%, 99%, alors que normalement pour des fumeurs, et j'ai été à un stade assez avancé, moi au niveau de mon tabagisme, c'est à 95, 92 et tout va bien pour eux. Ils vont tous sauter un petit peu, mais tout va bien pour eux. Et moi, j'étais à 98, 99. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Et c'est à ce moment-là que la crise se calmait et quand je voyais le médecin, les symptômes étaient totalement partis. Après, c'est vrai que je passais une bonne nuit, mais rebelote le lendemain jusqu'à appeler l'ambulance encore une fois. Et souvent, les pompiers étaient là, Madame L. Je sais que c'est difficile, ça va aller, mais Madame L. Donc, c'est les deux premiers symptômes sociaux, entre guillemets, le fait de penser d'avoir une maladie, c'est-à-dire l'hypocondriaterie, aggravé si vous étiez déjà comme ça avant, et le fait d'être addict à l'hôpital, addict aux urgences, addict aux pompiers, addict à aller voir le médecin. Le deuxième symptôme qui est beaucoup plus compliqué, là par contre on rentre dans les choses très difficiles, c'est que vous pouvez en fait avoir des symptômes spatiaux, pas temporel, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais tout ce qui est lié à votre présence et à la perception du monde. Ces symptômes, ils ont bien un nom et je vais vous les dire. Cependant, c'est important pour moi de poser le décor et de poser le thème, disons, si je peux dire ça comme ça, si on peut catégoriser ça en thème de ces symptômes. Et moi, le premier que j'ai eu, c'est l'agoraphobie. D'accord? C'est-à-dire que j'avais peur de sortir de chez moi. J'avais peur de faire une crise dehors. Et le problème, c'est que juste l'idée de sortir dehors commençait à me générer des mini-crises très compliquées à gérer. Récemment, et pour vous dire honnêtement les choses, ma chambre, elle est là, juste en face. Et en face de la porte de ma chambre, il y a la porte d'entrée. Juste le fait de regarder ma porte d'entrée quand elle était entrouverte et le fait de voir la porte d'entrée de chez moi me générait des mini-crises. C'est ça l'agoraphobie. C'est le fait d'avoir peur de sortir, de ne pas être bien quand vous êtes en public, mais également juste l'idée de penser d'être dehors vous angoisse énormément. Pourquoi? Parce que en fait vous avez l'impression, quand vous avez fait quelques premières crises, de pouvoir gérer les choses de chez vous en fait, et que si vous êtes dehors, que ça va être beaucoup plus compliqué pour demander de l'aide, pour vous mouvoir, etc. Et surtout par rapport à autrui, en fait autrui peut vous amplifier la crise.
Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc vous préférez être seul dans votre cocon ou avec des personnes du coup que vous connaissez. Donc c'est pour ça que vous voulez pas sortir de chez vous. Ça peut devenir invivable. Invivable. Moi qui est une personne qui aime bien sortir, qui aime bien prendre l'air, tout du moins en fait, je suis arrivée à un stade où je ne pouvais plus sortir de chez moi. Je vous ai dit, j'ai perdu un emploi à Primark à cause de l'agoraphobie notamment et à cause d'autres symptômes. Et même là récemment, les filles, je n'étais que bien dans mon cocon, c'est-à-dire chez moi ou dans la voiture. Chez moi ou dans la voiture, dans des espaces un petit peu clos, un petit peu sécurisants si je peux m'exprimer ainsi. Et aussi le rapport à autrui dans les espaces publics, contrairement à des personnes qui vous entourent dans le quotidien, qui sont au courant de vos crises d'angoisse, une personne qui ne vous connaît pas, ok, et qui va voir que vous faites une crise d'angoisse, va être inquiet et va, voilà, être dans la panique. Et le souci, c'est que ces réactions-là amplifient la crise d'angoisse. C'est pour ça que dans l'expectative d'avoir une réaction comme ça de la part de quelqu'un que vous ne connaissez pas, bah vous allez vous enfermer dans votre agoraphobie, encore une fois, et vous enfermer dans vos crises d'angoisse, donc vous enfermez dans votre trouble panique. C'est vraiment le chat qui se mord la queue. Autre chose, et là on rentre dans un sujet qui est très compliqué, et si vous êtes à ce stade là, je vous en supplie, essayez de faire quelque chose pour vous, essayez de faire quelque chose pour votre santé mentale et pour votre trouble anxieux, parce que si vous atteignez le stade dont je vais vous parler, en fait c'est que ça va très très mal pour vous. Et je dis pas que c'est le stade final, mais c'est le stade où les gens commencent à se faire beaucoup de mal, où les gens commencent à rentrer carrément, en plus de syndrome anxieux, avoir des troubles dépressifs, commencent à consommer des stupéfiants de manière régulière pour oublier, ou carrément peuvent sauter la vie. C'est quelque chose qui est vraiment très sérieux. C'est quand on arrive au stade où on a des troubles de la perception, comme de la dépersonnalisation ou de la déréalisation. Moi personnellement, je n'ai qu'expérimenté la déréalisation à 2 reprises. En fait, c'est l'histoire de toute ma vie, ce que je suis en train de vous raconter là. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point. La déréalisation, dans mon cas, comment je pourrais l'exprimer avec des mots simples, c'est le fait d'être là, d'être en vie, mais de ne pas être là. Et c'est encore quelque chose que vous pouvez voir dans les films d'horreur ou les films psychologiques. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là en fait. Vous avez l'impression d'être là physiquement, mais de votre esprit est autre part en fait. Vous avez l'impression d'être la caméra même de votre propre vie. Vous avez l'impression que vous êtes en vie, mais que vous êtes à l'extérieur de votre corps et que vous voyez tout gris face aux personnes qui sont colorées en fait. Moi je sais que pendant de nombreux mois, ça c'est suite au décès de mon fils pas récemment, j'avais l'impression d'être toute grise, d'être en noir et blanc, et que tout le monde vivait en couleur à côté de moi. Ou pour avoir une image beaucoup plus concrète, parce que ça vous est arrivé, en fait, de ne pas être dans la réalité, de ne pas être concentré. Et d'ailleurs vous allez avoir beaucoup de troubles de la concentration, vous n'allez pas pouvoir lire des choses comme ça. Mais vous savez, quand vous êtes perdu dans vos pensées, et ben vous avez l'impression d'être perdu dans vos pensées constamment, et que vous avez besoin en fait d'une force surhumaine vraiment pour vous remettre dans la réalité de tout le monde, juste pour pouvoir interagir en fait pour des choses du quotidien comme voilà, parler à votre compagnon, parler avec vos enfants, parler dans des cadres administratifs, c'est très compliqué à ce moment-là. Et moi, je vais pas vous mentir que quand ça m'est arrivé récemment, et même quand ça m'est arrivé il y a fort longtemps, il y a 8 ans, je me suis dit ma vie elle est terminée. Ma vie elle est terminée. Surtout que moi j'ai eu l'expérience de prendre des traitements, parce qu'il y a des traitements pour ces maladies-là, mais que moi personnellement je ne crois pas aux traitements. Je vais vous expliquer juste après pourquoi, pour finir par rapport aux solutions qui sont possibles, parce que oui, il y a des solutions qui sont possibles, mais qui n'ont pas marché avec moi, en tout cas les solutions médicamenteuses. Je me suis dit, c'est fini, comment je vais pouvoir vivre une vie où je peux même pas tourner mes vidéos. Je n'arrivais plus à tourner mes vidéos, les filles, juste parler comme ça, c'était impossible pour moi. J'avais l'impression d'être ailleurs, vraiment, d'être ailleurs. Excusez-moi, j'ai les larmes aux yeux. Pardon. Il faut beaucoup, des fois les gens ne se rendent pas compte, notamment dans la communauté, il faut beaucoup de force pour revenir
de ça. Il faut savoir que, en fait, tous ces symptômes que je vous ai exprimés vont fatiguer votre corps et fatiguer votre organisme. Et c'est là que ça peut vous créer des vraies maladies. C'est là que vous pouvez expérimenter des vrais troubles cardiovasculaires. C'est là que vous pouvez expérimenter également des troubles du transit. Moi, j'ai eu des gros troubles de transit, comme vous le savez, des difficultés par-ci, par-là. Du coup, vous pouvez créer de réelles maladies parce qu'en fait, votre corps, il est en direct. Et c'est vraiment ça. Et le problème, c'est que vous savez, au quotidien, vous ne voyez pas forcément une personne qui fait une crise d'angoisse. Parce qu'une personne qui a une crise d'angoisse va souvent être calme parce qu'elle va avoir la connaissance que si elle commence à s'agiter, ça va plus amplifier les choses. Mais intérieurement, votre corps, il est électrisé, il est en crise et vous pouvez avoir d'autres maladies. Est-ce qu'il y a des traitements pour cette maladie, pour le trouble panique? Oui, mais selon moi, en tout cas pour mon corps, il ne fonctionne pas. Je vous explique, comme je l'ai dit précédemment, quand vous faites une crise d'angoisse, votre corps il est en crise. Vous avez une altération également de la perception. Vous avez l'impression, encore une fois, à faire des références à des blockbusters, qu'il y a quelque chose qui va arriver, une météorite ou ce genre de choses-là. Et le souci, c'est que quand vous prenez des anxiolytiques, moi j'ai fait de l'Exomil et Atarax, ça va vous fatiguer le corps. C'est tout. Moi personnellement, ça m'a juste fatiguer le corps, mais j'avais toujours les palpitations, j'avais toujours en fait cette concentration que je devais mettre au niveau de ma respiration pour respirer de manière efficace, alors que je respire de manière efficace. J'avais toujours en fait le sol qui se dérobe sous moi, mais j'étais tellement fatiguée à cause des médicaments, parce qu'en tout cas pour moi, pour mon corps, les médicaments, les anxiolytiques ne font que fatiguer mon corps. En aucun cas en fait il calme les crises. Je vais pas vous mentir, en aucun cas ça ne fait pas du tout cet effet là. Moi ce que j'ai fait et ce que je fais à chaque fois, peut-être là je vais rentrer dans l'émotion, je suis désolée, c'est que je fais ce qu'on appelle une thérapie de l'amour. Vous savez, la vie d'adulte, elle n'est pas facile du tout, excusez-moi, elle n'est pas facile du tout, et la sensibilité peut varier d'un individu à un autre en fait. Et qu'est-ce qui peut calmer quelque chose qui vous a bousculé au niveau émotionnel? C'est l'affection et l'amour. Et moi c'est toujours ça en fait qui m'a permis de m'en sortir. La première fois vraiment que ça m'est arrivé, que j'étais au fond du gouffre, j'ai fait une grosse thérapie avec ma maman, c'est à dire que je restais avec elle toute la journée, je restais avec elle, on regardait des séries, j'ai tellement de souvenirs avec ma maman, des aventures qui c'était avec ses amis qui lui est arrivé, puis moi je suis ça, des petites disputes, des babiers, des choses comme ça. Mais juste le fait d'être ensemble, juste le fait d'être ensemble en fait. Et même jusqu'à aujourd'hui ça persiste dès que je sens qu'une crise arrive, parce que ça peut m'arriver, pas au stade comme je vous ai dit d'avoir des altérations de la perception, de la déréalisation, ce genre de choses là, mais ça m'arrive d'avoir des débuts de crise, hein, toujours Après, je mets un tas de techniques en place, du coup, que je vais vous expliquer aujourd'hui, même si ça fait longtemps que je parle, mais c'est vraiment ma mère. Maintenant, récemment, j'ai fait une rechute après 8 ans, ça a été vraiment très difficile et j'étais très inquiète parce que j'avais pas maman sur place et je pouvais pas, pour des raisons financières, la faire venir sur place. Et en plus de cela, elle est venue il y a pas longtemps. Mes enfants, encore une fois, l'amour, mes enfants, le fait de rester avec mes enfants allongés et le fait de les voir et de me dire ils ont besoin de moi, je me fais violence. Les filles, fallait voir comment je me faisais violence, parce que c'est aussi ça l'angoisse, c'est aussi ça tout ce qui va avec l'angoisse, c'est se dépasser et aller au-delà de ce qu'on pense faire. Au bout d'un moment, les filles, c'était très difficile pour moi juste de prendre une douche, quoi, parce que j'étais bien dans mon cocon, dans ma chambre. Je me fais violence, je vais dans la salle de bain. Des fois, je me sentais bien à rester dans la voiture avec la clim, juste rouler. Je me fais violence, je rentre à la maison, je prends une douche,
je fais ce que j'ai à faire, je fais mes colis, je sors. Et ça, c'est l'amour, les filles. C'est l'amour qui me fait faire ça. Parce que je le fais pour mes enfants. Je pense comme chaque parent, peut-être comme beaucoup de parents, on ne fait plus les choses pour nous, mais on fait les choses pour nos enfants. Et sans mes enfants, je suis rien, les filles. Et je suis passée, par exemple, récemment, à être dans ma chambre, angoissée, à des stades, les filles, je vais vous expliquer lors de la story time, les story time. Je faisais des trucs de dingue juste pour être rassurée. Je ne pouvais pas sortir de chez moi, ou je ne pouvais pas m'imaginer sortir de chez moi sans avoir deux voitures, notamment climatisées, parce qu'il faut qu'il fasse froid, entre guillemets, parce que la chaleur accentue cette sensation de ne pas respirer correctement. Ah, les filles, vivre ma vie normalement comme avant, un petit peu stressée, je vais pas vous mentir, aller chercher et déposer mes enfants à pied, profiter de l'air frais tout en restant sur mes gardes. Ma maladie aujourd'hui, elle est devenue ma force. Parce qu'au final, dès que je sais que je me sens pas trop bien, dès que je sens que j'ai du mal à respirer, dès que je sens en fait que voilà, l'atmosphère elle est un petit peu bizarre, c'est que soit je suis surmenée ou soit je suis pas dans un bon endroit où je suis voulue, où je suis appréciée, tout simplement. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement et pour la partie 2 dans une autre vidéo, mais pas de suite.